L'échiquier international, soyez les bienvenus. La disproportionnalité des moyens de destruction, la fameuse doctrine sioniste Dehya, qui consiste tout bonnement, selon le général sioniste Gabi Sibony, d'infliger un châtiment si disproportionné d'une ampleur telle qu'elle exigerait un long et coûteux processus de reconstruction, à l'instar du massacre du camp de Nusayriya, c'est un camp de réfugiés de civils, hier, où l'aviation sioniste a bombardé sans arrêt, bilan 200 morts et 400 blessés. Selon le droit international et le droit de la guerre, la disproportionnalité des moyens est un crime de guerre. À titre d'exemple, lorsqu'une armée quelconque perd une unité au combat, raser en retour tout un village est un crime de guerre. Eh bien, pour l'entité sioniste, c'est l'inversion totale, puisque c'est non seulement encouragé, mais c'est aussi une doctrine militaire, la doctrine Dehya, donc appliquée déjà lors de la guerre au Liban en 2006, voire même avant. Un témoin en a vu l'application dramatique et inhumaine. Ça tombe bien, c'est notre invité du jour. Il raconte dans une poignée de secondes. Et donc avec moi, pour le rendez-vous de ce soir, un grand nom de la profession, un reporter de guerre. Il a couvert la guerre du Vietnam, la guerre du Salvador, en ex-Yougoslavie, la guerre du Liban bien sûr, mais aussi la seconde intifada, blessé grièvement par un sniper sioniste en octobre 2000 à Ramallah, par une balle de M16, la mort décrétée par le sioniste, il l'a vu en face. Jacques-Marie Bourget, merci d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir à l'échiquier international du jour. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais c'est un honneur pour moi que de parler à l'Algérie que j'aime tant. Voilà, il n'y a pas du tout d'honneur là-dedans. C'est juste des échanges. Et en plus, c'est un pays où moi, en tout cas, je peux m'exprimer librement, plus qu'en France, donc c'est une bonne nouvelle. Vous êtes le bienvenu et vous êtes ici chez vous. Alors, Jacques-Marie, comment vous présentez? Journaliste français déjà en 1963, à l'époque de l'ORTF. Vous avez collectionné les rédactions Europe 1, le Canard enchaîné, l'Express, VSD, Paris Match, le Sunday Times, Antenne 2, mais surtout ce sont les théâtres de conflits qui vous attirent, la guerre du Vietnam, la guerre au Liban, on va en parler bien sûr, et surtout la seconde intifada palestinienne de 2000, mais on a l'impression que ce massacre, c'est-à-dire de Raza aujourd'hui, est un massacre exceptionnel. Est-ce que vous confirmez ce descriptif? Oui, bien sûr. On peut ajouter à ça l'Irak, parce que l'Irak a été un massacre américain absolument épouvantable. J'ai vu dans un abri une bombe américaine traverser 2 mètres de béton et tuer 480 femmes et enfants. Donc, si vous voulez, les leçons de morale, les leçons de morale, tout le monde, les Américains peuvent en prendre aussi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est j'ai pas tout vu, mais j'ai vu des choses absolument atroces. J'ai vu des charniers, des tas de cadavres, des petits enfants empilés. Et alors, je dois avouer qu'en ce qui concerne les Palestiniens, c'est une répétition, parce que si vous voulez, aujourd'hui, on parle de génocide et on a raison de parler de génocide, parce que pour moi, il n'y a absolument aucun doute, c'est un nettoyage ethnique et un génocide. Mais dans le passé, j'étais même si je suis vieux, je n'étais pas né, j'étais trop jeune en tout cas pour assister à la Nakba, mais la Nakba était un premier génocide et un nettoyage ethnique. Le fait de pas laisser rentrer les Palestiniens qui ont été chassés à ce moment-là, les villages rasés, etc., ça fait partie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Bon, ensuite, il y a eu Sabra Shatila qui, j'insiste, était un crime purement, si je peux employer ce mot, mais était un crime strictement israélien de Monsieur Sharon lui-même, avec l'accord du président Reagan. Alors qu'on vient de me raconter des histoires de phalangistes qui ne tiennent pas debout, c'est grotesque. Donc là, si vous voulez, c'est le 3e génocide. Je parle pas d'autres massacres
on tuait seulement 100, 200, 500 Palestiniens. On les compte pas, ceux-là. Mais là, c'est la troisième fois. Il y a donc un génocide. Le drame de Sabra et Shatila a été qualifié de génocide, d'acte de génocide par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 1982. Donc c'est pas moi qui l'invente, si vous voulez. Alors Jacques-Marie, on va en parler. On va en parler. Je vais donner juste quelques chiffres pour nos téléspectateurs. Alors actuellement, on est à peu près à 36 000 morts officiels palestiniens sur le ministère de la Santé, 10 000 sous les décombres selon l'ONU, 300 000 unités d'habitation détruites, 37 millions de tonnes de décombres, si bien que les experts de l'ONU affirment qu'il faudrait 14 ans pour tout déblayer. On le voit, selon ces données, les superlatifs ne manquent pas pour décrire le Léviathan, destructeur sioniste. Oui, j'ai jamais vu... il y a eu les tapis de bombes, il y a eu Hiroshima, il y a eu... Et même en Allemagne, Dresde, à la fin de la guerre, qui avait été soi-disant... rasée, la ville de Dresde était encore beaucoup plus debout que Gaza. C'est absolument invraisemblable. Je veux dire, c'est un tas de gravats, c'est des maisons qui tiennent plus debout, faut tout raser. Enfin, c'est absolument hallucinant qu'on ait pu laisser faire ça, que les Américains aient continué à livrer les Américains et les Anglais et les Allemands et les Français et les Italiens à livrer des munitions et des outils de guerre aux Israéliens, alors que c'était des conditions absolument inimaginable. Je veux dire, au moment de Sabra Shatila, j'avais parlé de l'enfer de Dante, mais là, c'est plus un enfer, c'est au-delà faut inventer un nouveau mot pour décrire ce que vivent ces gens-là. Et ils le vivent d'une façon terrible, c'est-à-dire affamés, malades, maisons détruites, morts, etc. Mais ils le vivent sans aucune aide, sans assistance, et sans espérance que demain tout ça va s'arrêter. Je veux dire, Sabra Shatila, on savait que ça allait durer 3 jours. Là, ça peut durer encore 6 mois. C'est absolument fou. C'est la tête humaine qui a pu produire cette chose-là. Alors évidemment, on parle beaucoup du procès du Nuremberg, des choses comme ça, mais ça relève de ça. Je veux dire, si l'humanité veut rester l'humanité, il faut absolument se dresser et conduire tous ces gens-là devant des juges. Alors Jacques-Marie, je le disais, vous avez vu la mort en face. C'était le 21 octobre 2000 à Ramallah. Vous étiez donc une cible d'un sniper sioniste alors que vous réalisiez un reportage. Difficile de croire au hasard puisque c'était le cœur qui était visé, semble-t-il. Vous le dites, j'ai survécu grâce au formidable talent des chirurgiens palestiniens. C'est exact. Enfin, mon histoire personnelle n'intéresse personne, mais je la raconte parce que vous êtes un survivant. Je suis un témoin, si vous voulez. Donc, il y a un sniper, un tireur d'élite qui m'a tiré, qui m'a visé au cœur. Il se passait rien du tout. C'était sur la grande place de Ramallah. Je venais de boire une limonade et je venais de me lever. J'ai reçu une balle au poumon gauche à la hauteur du cœur. Je me suis écroulé. Enfin bon, je vous passe les détails. Et les Palestiniens m'ont recueilli. L'ambulance palestinienne m'a emmené à l'hôpital de Ramallah. Mais mon état de santé était tellement épouvantable qu'ils ont appelé les Israéliens en disant, écoutez, il y a un journaliste français qui est vraiment très mal en point. Ce serait mieux que vous en occupiez. Et les Israéliens ont dit qu'il crève, nous on s'en occupe pas. C'était une certaine logique puisqu'ils avaient tiré, non pas par hasard, mais ils avaient tiré pour me tuer. Donc voilà, c'est pas un hasard, c'est pas un accident. Vous voulez bien vous exécuter. Non, c'est une volonté délibérée. C'est comme notre camarade Sherin. Je sais qu'ils l'attendaient depuis longtemps, ils ont saisi l'occasion et ils l'ont visé, ils l'ont tué. Shirin Abu Akleh. Mais c'est absolument effrayant. Donc les Palestiniens, que faire? Ils se sont mis à m'opérer, les malheureux, avec les moyens qui sont les leurs, et ils ont très très bien opéré. Pourquoi? Parce que d'abord ils sont doués, puis deuxièmement, ils ont la malchance d'être très expérimentés puisque tous les jours, ils ont des blessés par balle, ils ont des choses terribles à soigner.
Donc ils sont ultra compétents. Et quand j'ai été suturé, poumons enlevés, enfin tout les actes vitaux accomplis, j'avais un avion qui m'attendait à Ben Gourion pour me ramener en France, pour aller à l'hôpital. Et là, les Israéliens ont dit on ne laisse pas passer l'ambulance pour aller à l'aéroport Ben Gourion. Donc que faire? C'est-à-dire que les sionistes, et ensuite les sionistes ont, pardonnez-moi, je vous coupe, hein, les sionistes ont interdit d'abord l'accès à l'hôpital d'El-Quds, puis refusent votre rapatriement en France. Il a fallu l'intervention personnelle du président français Jacques Chirac, qui a intervenu personnellement auprès du Premier ministre de l'époque, qui était Ehud Barak. C'est bien cela? Oui, Chirac, j'étais bien sûr pas là pour l'entendre, puisque j'étais dans le coma et à l'hôpital, mais c'était le genre de, quand il était à Jérusalem et qui s'était fâché parce qu'on le bousculait, et il avait dit I go back to my plane, I go back to Paris. Et là, le ton a monté, c'était Barak qui était Premier ministre, et il lui a dit, écoutez mon vieux, moi je vais vous péter les fesses, hein, c'est pas possible de laisser ce type-là crever là-bas. Donc ils ont finalement accepté de me laisser passer, mais avec beaucoup de difficultés. L'entrée de l'aéroport m'était interdite, barrée. Ils voulaient que des brancardiers me transportent jusqu'à l'avion. Alors avec le matériel sur lequel j'étais branché, c'était pas possible. Enfin, ils ont mis les pires difficultés pour que je sois transféré. Voilà. Donc c'est pour ça que quand j'entends tous les commissions d'enquête, les je sais pas quoi. Une enquête va être déclenchée pour savoir pourquoi on a tiré sur des humanitaires. C'est une blague, on a tiré sur des humanitaires parce que c'est rigolo et puis parce que ces humanitaires, faut s'en débarrasser, c'est des gens gênants, etc., c'est des témoins. Etc. Alors vous avez dû... Oui, c'est presque un jeu, je veux dire, ça atteint... Vous avez dû avoir une émotion particulière quand vous avez appris la mort de Shirin Abu Akleh en mai 2022 au camp de Jenin, abattue elle aussi par un sniper sioniste. Ouais, c'est affreux, pas mal de télévisions m'ont appelé, Jazeera bien sûr, parce que j'ai travaillé pour eux, mais ça m'a fait un grand coup, parce que je sais ce que c'est, je sais la douleur qu'on a quand on survit, je sais ce que c'est que l'instant de la mort parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est que de se faire tirer, non pas dans une zone de guerre où on peut s'y attendre, parce que bon, quand on va dans des endroits où il faut pas aller, dangereux, on n'est pas surhumain, on peut recevoir un obus, une balle, une bombe, voilà. Mais là, quand c'est délibérément un tir de tireur dit d'élite, c'est un assassinat, quoi. C'est des gangsters. C'est scandaleux. Donc, j'ai été très ému par la mort de cette consoeur. Alors, Jacques-Marie, parlons, si vous voulez bien, justement, du fameux massacre, le massacre qui a fait l'objet d'un livre, Sabra et Shatila. Alors, rapidement, pour les plus jeunes, ce sont des massacres qui ont été commis donc pendant 3 jours, 2 nuits, du 16 au 18 septembre 1982, dans les camps de réfugiés palestiniens de la banlieue sud de Beyrouth, accompagnés d'atrocités incroyables, tueries, viols par les milices phalangistes chrétiennes rassemblées dans les forces libanaises sous la direction de Béchir Guimayel. Donc un massacre, du 16 au 18 1982. Vous étiez au milieu de cet enfer que vous avez décrit avec Marc Simon dans un livre qui s'intitule Au cœur de Sabra et Shatila. Vous allez nous en parler, mais avant, je voudrais avoir votre réaction suite à ce document. Je reviens vers vous juste après cette vidéo. Même la guerre du Liban en 1975-1990, qui en réalité a défendu le crime qui était commis au Liban, un crime qui était d'ailleurs commis essentiellement par les Syriens et les Palestiniens avec la couverture arabe. Donc, même les sionistes, Michel Fayad, soyons équitables quand même. Hein. Sabra et Shatila, c'était pas les Arabes, soyons objectifs. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en 1982, quand Israël est rentré au Liban, Israël est rentré en étant reçu par des fleurs lancées par la population chiite, et les choses ont évolué par la suite. On l'a oublié, ça. Hein. Voilà, et par contre, il y a aussi autre chose, Sabra et Shatila, il y a eu 2 Sabra et Shatila. Il y a eu Sabra et Shatila de 82, qui a été commis par Israël et par ses alliés, et il y a eu Sabra et Shatila de 1985, où il y a eu 3 fois plus de morts, vous pouvez le voir dans les différents livres d'histoire, et qui a été commis par le mouvement Amal, musulman chiite, donc allié du Hezbollah aujourd'hui, qui a tué 3 fois plus de personnes qui avaient eu comme mort 3 ans plus tôt.
les gens se rappellent de 82 et oublient 85. Donc imaginez, c'est vraiment compliqué l'histoire. Il y a eu différentes choses et on retient malheureusement certaines choses, on oublie d'autres qui sont parfois plus graves. Donc, et puis il y a aussi une autre chose que je voudrais rappeler, c'est que il y a eu avant, à part ça, on parle de Sabra et Shatila, mais il y a également le massacre de Damour, où il y a eu plus de 1000 Libanais chrétiens qui ont été tués. Il y a eu le massacre de Sghorta, où il y a eu plus de 500 chrétiens libanais qui ont été tués par des Palestiniens et des Syriens. Donc il faut regarder dans tous les... Alors, Jacques-Marie Bourget, qu'est-ce qu'on répondrait à cette peut-être un angle différent au sujet de Sabra Shatila, vous qui étiez sur place? Pardon, excusez-moi. Le problème, ce monsieur est visiblement un militant. Bon, comme on dit chez nous, il voit midi à sa porte, quoi. Mais quand il parle de deuxième massacre, en fait, c'est le massacre du Chouf dans la montagne. Les Israéliens ont occupé la montagne et il était en secteur druze et au bout de 2 ans pratiquement, excusez-moi, mais je vous en prie. Je suis un petit peu souffrant en ce moment. Donc on vous laisse reprendre vos esprits. On vous laisse reprendre vos esprits, si vous voulez, Jacques-Marie Bourget. Donc, je le disais, Sabra. Donc le Chouf, c'est la montagne au-dessus de Beyrouth. Les Israéliens ont occupé le Chouf. Donc les Druzes, qui sont aussi une tribu musulmane, mais comment dirais-je, une secte musulmane à part de l'islam classique. Les Druzes sont aussi en Israël, ils sont même dans l'armée israélienne. Dont le leader était Jumblat. Alors, je vous laisse. Walid Bey. Ça va? Et donc, Walid Bey était le grand, après son père Kamal, était le grand maître de cette région. Et quand les Israéliens ont occupé le Chouf, et les chrétiens ont profité de l'occupation israélienne pour s'installer dans le Chouf, dans certains points. Bon. Quand les Israéliens sont partis pratiquement du jour au lendemain, il est bien évident, c'est pas évident, bon, enfin bref, les Druzes se sont battus pour reprendre leur territoire, et ceux qui ont souffert, c'est ceux qui l'avaient occupé. Autrement dit, c'est les chrétiens qui étaient venus là occuper le Chouf. Donc c'est comment dirais-je, une querelle communautaire atroce. On pense que l'ensemble des combats ont fait peut-être 1 millier de morts, je ne sais pas, mais voilà, c'est pas. Mais l'intervenant nous dit qu'on a peut-être une vision un peu trop, trop proche de la version des miliciens musulmans ou palestiniens ou chiites, alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est-à-dire, on atténue le massacre des chrétiens et on porte au devant le massacre des Palestiniens et des musulmans. C'est une affaire grotesque parce que c'est pas vrai, c'est complètement faux. Il y a eu des massacres. Alors, on va vous laisser reprendre vos esprits, peut-être Jacques-Marie Bourget. Je disais, le massacre de Sabra et Shatila, vous avez écrit donc un livre, vous y étiez, vous avez décrit la situation, vous avez parlé d'un enfer de Dante, vous l'avez bien décrit avec votre confrère Marc Simon. Et vous, par contre, vous dites que les phalangistes chrétiennes ou chrétiens sont impliqués dans le massacre, et vous pointez du doigt la complicité d'un certain général Sharon. Bien sûr. Pour finir le chapitre précédent, les Palestiniens au Liban ont été victimes de la part des chrétiens d'un massacre. Le premier, c'est la Quarantina, où ils étaient réfugiés. Après, il y a eu un autre massacre qui s'appelait Tael Zatar. À Damour, il y a des chrétiens qui ont été tués par des Palestiniens ou par des musulmans. Mais bon, je veux dire que globalement, c'est pas un match de football, mais
ce qu'on appelle les massacres des chrétiens, c'est vraiment, ça compte pas, ça fait pas un poids colossal dans cette histoire de massacre au Liban. Les gens qui ont été massacrés au Liban, c'est les gens du Parti communiste, c'est les Palestiniens, c'est des gens comme ça, c'est eux, c'est pas les phalangistes, c'est pas les chrétiens qui ont souffert de, il y a eu des morts, mais ils ont pas souffert de massacre. Le massacre de Sabah Chatia, c'est très simple. Moi, je suis rentré dans Beyrouth en 82 quand j'ai appris la mort de Bachir Gemayel. Donc, je me suis dit, il faut absolument que tu rentres dans Beyrouth parce que les Israéliens entouraient la ville. Et avec mon ami Marc Simon, qui est photographe, on connaissait bien le terrain. Il y a un risque et péril. On a franchi les lignes israéliennes dans leur dos et on est arrivé dans le cœur de Beyrouth, le vieux quartier sunnite de Basta. Et là, on a attendu, mais on a compris que c'était la fin, qu'ils étaient en train de prendre Beyrouth. Puis dans la nuit, il y a des gens qui nous ont abrités, et dans la nuit, on a vu, le soir vers 10h, le ciel s'éclairer d'immenses fusées, lanternes et tout. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et bon, et le lendemain, le Beyrouth était tombé. Et puis quand même, ça nous troublait beaucoup, ces fusées dans le sud. On entendait encore quelques Abou Ammar, c'était un ami, quelques fusillades. Et on y est allé. Et là, on y est tombé dans une ambiance de mort, une ambiance terrible, c'est-à-dire qu'on voyait pas grand-chose parce qu'il y avait des rafales, donc quand il y a des rafales, vous essayez quand même de vous protéger, mais il y a quand même une dame qui nous a proposé un café, il y a un obus de RPG, enfin une fusée de RPG qui est tombée à côté de nous, heureusement elle a pas explosé, sans qu'on serait mort. Bref, c'était une ambiance bien, je vais dire pourrie, même morbide, si c'est un mot péjoratif. Et moi je dis mon frère, on va dormir ici et puis on va voir. Il m'a dit mais t'es malade. Si les assaillants nous trouvent, ils nous tuent. Les assaillants, c'est-à-dire c'est qui les assaillants? C'était a priori ils disaient que c'était Haddad, donc c'était les miliciens du sud. Mais en fait, c'était pas Haddad du tout, c'était les miliciens chrétiens de Gemayel et d'Obeïka du nord, quoi. Et donc le lendemain matin, on est arrivé à l'aube et on s'est retrouvé 2 heures tout seul dans un camp où il y avait, j'en sais rien, on a parlé de 4000 morts, c'est extrêmement difficile. C'est pas à vous que je vais apprendre que la tradition musulmane veut qu'on enterre les morts tout de suite, etc. Enfin, c'était le chaos. Donc, les gens qui donnent des chiffres, genre 1000 morts et tout, ils n'y étaient pas. Moi, j'ai vu des tas de petites filles, des tas de petits garçons, des femmes enceintes éventrées, des gens torturés, liés par les poignets et traînés principalement des Palestiniens, et des Libanais. Tous étaient Palestiniens, à part quelques Libanais, parce que le camp, il y avait quelques Libanais qui habitaient là, il y avait même des couples mixtes Libanais et Palestiniens. Enfin, c'était des Palestiniens. Alors, que se passe-t-il? Deux jours après, à peu près, le dimanche, je vois les soldats français revenir, ceux qui normalement étaient là au départ pour protéger les camps, puisque les camps, il y avait plus de protection, puisque les troupes de l'OLP étaient parties à Tunis. Donc ils étaient sans protection. Donc c'était scandaleux. Et la France a été honteuse dans cette histoire. Et donc on voit l'armée française arriver. Alors on dit bravo, vous étiez là pour protéger les gens. Et il y a des milliers de morts. Bah oui, etc. On n'avait pas compris. Et puis tout d'un coup, je vois un camion kaki avec des sortes de militaires qui étaient en train de charger des prisonniers avec les bras attachés dans le dos avec des fils de fer. Et sur la porte du camion, il y avait un portrait de Bachir Gemayel. Eh bien, c'était un camion de phalangistes qui continuait
à rafler les derniers mâles du camp pour les emmener et les exécuter dans la montagne. Et quand j'ai expliqué ça à l'armée française, je leur ai dit, mais vous savez que vous êtes les complices de gens qui sont... Jacques-Marie Bourget, malheureusement, on arrive à la fin de notre entretien. J'aurais aimé le poursuivre plus amplement. En tout cas, j'invite les téléspectateurs à vous reporter à votre livre, donc écrit par Marc Simon et vous-même, Au cœur de Sabra et Shatila. Merci d'avoir été avec nous. Je suis désolé de mes Non, il n'y a pas de problème, c'était intéressant. Merci pour votre témoignage qui est si précieux, surtout en ce moment. Je vous dis à très bientôt et l'information continue sur 24 News. Je vous retrouverai demain. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée.